et à tous, bienvenue pour ce 23e épisode de la 6e saison de Cold Facts. On commence avec l'équipe de Suisse qui a perdu ses 9 matchs de préparation jusque-là. Ça fait 11 défaites de suite si on compte les 2 revers subis à Riga au championnat du monde. Mais pourtant, Patrick Fischer et Tommy Albelin ont été prolongés jusqu'en 2026. Enfin, vous verrez, Greg va expliquer aussi une petite subtilité de cet accord. Après, on enchaîne avec la National League. Genève qui est allé battre Ajoie 3-1. Malheureusement pour les Genevois, une blessure de Noah Roth qui a l'air assez sérieuse. On passe après évidemment au côté Ajoulo qui reste dernier avec ses 31 points. Lausanne qui a obtenu un beau succès 5-2 contre Bienne, ce qui lui permet de conforter sa 4e place. Et puis alors, du côté biennois justement, c'est un peu plus ennuyeux parce que le club qui essaye de remonter et pourquoi pas viser le top 6 a connu un coup d'arrêt. Puis on termine avec Fribourg-Gotteron qui, même s'il n'a pas joué, il y a quand même des choses à dire à ce sujet, notamment sur Wallmark. Salut Greg. Salut Jean-Fred, ça va ? Ça va bien, enfin le championnat a recommencé, ça fait du bien. Toi t'étais à Port-Entruy, moi j'étais à Lausanne. Exact, on rayonnait. Yeah. Et puis, avant de commencer cet épisode, on voulait revenir aussi sur l'épisode de la semaine passée avec Benjamin Tonti, parce qu'on a eu beaucoup de retours, en fait, que ce soit en patinoire, que ce soit par message, pour nous dire à quel point vous aviez apprécié ce moment avec lui, et dire « Oh, on espère qu'il va revenir ». On vous cache pas que nous, on était un peu là à se dire « Ah, ce serait cool s'il pouvait revenir une fois. » Ouais, il m'a dit qu'il s'était bien marré, donc je pars du principe qu'on pourra peut-être de temps en temps le faire sortir de chez lui. Quand il aura plus les béquilles, ce sera encore plus simple. Ouais, mais en tout cas, c'était vraiment super, c'est vrai. Hein, c'est je vais pas dire forcément un bon client, bien sûr, mais c'est quelqu'un avec qui on peut bien discuter. Et c'était hyper intéressant d'avoir son point de vue. Absolument. Merci pour les retours positifs, ça fait aussi plaisir quand nous on fait ça pour notre plaisir, mais aussi pour que ça vous fasse plaisir. Donc si c'est le cas, on est très content. Exactement. On commence avec l'équipe de Suisse. Alors on sait que des fois certains vont pas regarder les matchs puis dire ils regardent que les résultats et tout. Avant juste peut-être de parler de l'aspect sportif de ces Major Games, signaler quand même qu'il y a de l'actu avec... moi j'aurais fait l'inverse, tiens. Ah ouais. Mais soit, ça me va. Non mais je dis l'actu, c'est l'actu. Tu voulais d'abord parler des matchs et puis... Ouais. En fait, il y a eu des matchs, ils ont perdu. C'était une équipe bout de bois. Dario Vitry était sélectionné. Non, mais au bout d'un moment, oui, alors. Enfin, faut arrêter, faut aller avec un bus, tu vas jouer avec une équipe de corpo. Ce tournoi-là, on a tous perdu 10 jours. Pour moi, au début de la saison, Patrick Fischer a dit que le temps des expérimentations était terminé, qu'on est là pour progresser, que maintenant ces matchs-là, c'est aussi pour gagner sa place. Alors ça a été le cas sur les 2 premiers tournois. Ce tournoi-là, si on veut pas y aller, faut juste tout de suite dire, il n'y a pas de problème. Mais par contre, aller avec cette équipe-là, c'est presque, honnêtement, selon moi, c'est manquer de respect au tournoi. Alors, c'est aussi ce qui est un peu apparu dans certains médias pour dire que la Suisse, là, si elle prend ces matchs-là par-dessus la jambe, en envoyant pas forcément l'équipe. Aucun manque de respect aux joueurs qui étaient présents. Juste que ces joueurs-là, tant mieux, j'espère qu'ils ont eu du plaisir et qu'ils ont eu, eux, appris quelque chose et vécu une belle expérience. Je parle de Dario Vitry parce que c'est pour moi l'exemple le plus marquant de cette sélection. Alors oui, il était en piquet, mais quand même, il a été sélectionné, il a porté le maillot de l'équipe de Suisse. Et non, je suis désolé. Si c'est pour avoir cette équipe-là, alors faut pas s'inscrire à ce genre de tournoi-là, puis tu reviens à jouer contre la Norvège, la Slovaquie, puis l'Allemagne. Après, rappelle-toi quand même qu'il y a eu 4 défections à peu près au début. Tu me diras, est-ce qu'elles étaient programmées ? Je vais pas tomber dans les théories du complot, mais il devait y avoir quand même Malguin, et il devait y avoir Corvi aussi, si je dis pas de bêtises. Baragagno. Tu vois, c'est pas comme si c'était... Non, mais Malguin et Corvi, oui. On a 2 centres de l'équipe de Suisse. S'ils sont à Prague, en tout cas Malguin, ça nous choque pas. Puis Corvi, c'est en tout cas pas à toi que je vais dire que... Je suis d'accord, mais de l'équipe qui est présente là, alors tu rajoutes Hoffman sur le dernier match qui était absent sur blessure, mais tu prends qui à Prague dans ton avion en disant c'est sûr, lui il sera là. Alors, moi je m'excuse, mais à part Chervet... parce que c'est l'âme, exactement. Voilà. Chervet...
Hoffman, et puis il y avait encore un défenseur, Glauser. Et puis t'as Glauser qui est là, puis t'as Frick qui est pas très loin. Il y a des joueurs qui sont un peu du cadre élargi, mais des joueurs qui sont au mondial, pas à coup sûr, personne n'est à coup sûr, mais quand même. Et puis peut-être un troisième gardien, mais... Voilà, Van Pottelberg ou Conor Hughes, tu peux... Mais... Excuse, mais là, on n'a pas appris grand-chose, ni Patrick Fischer. Et quand il dit à la fin 3 défaites de suite et il dit « Je me fais aucun souci pour Prague », ça veut quand même dire que ce qui s'est passé là ne va pas l'empêcher de dormir, ne l'empêchera pas de signer un nouveau contrat 2 jours après. Ouais, alors, mais alors, je voulais juste dire, parce que me faire l'avocat du diable quand même, parce que le but, c'était des joueurs qui venaient pas, de se dire « Les gars, c'est les playoffs dans tout bientôt, Genève à la Champions, ok, bon ». Et on a quoi ? On a Biasca et Hoffman qui tombent au combat. Il y en a un qui est week to week, c'est Biasca. Exact. Et puis Hoffman est day to day, donc c'est peut-être moins grave. Bah t'es Tangnes et t'es Zouk, puis tu fais... Bon, bah la prochaine fois, on va leur trouver des bobos pour pas les envoyer, tu vois. Qu'on soit clair, moi, il y a un GM qui m'a dit tous les GM appellent Patrick Fischer pour prétexter des trucs, pour pas que ces joueurs se fassent sélectionner. Donc, et du coup, après, on tombe sur Patrick Fischer en disant « Ouais, sa sélection bout de bois. » T'as une équipe bout de bois. C'est aussi le problème de ce tournoi de février. Et après, moi, je comprends qu'il y ait des pauses internationales, mais est-ce que vraiment il doit être là, celui-là ? Est-ce qu'il est vraiment bien placé ? Je suis vraiment pas persuadé. Bref, actu, Patrick Fischer a signé un nouveau contrat, mais en même temps, il peut être viré quand même à la fin du prochain mondial. Donc en fait, il a signé un nouveau contrat. L'équipe de Suisse a pris une option sur Patrick Fischer jusqu'en 2026. C'est comme ça que moi je l'aurais formulé. Bien sûr, la Ligue va pas le faire comme ça, mais ils ont mis une option jusqu'en 2026 avec Patrick Fischer. Mais bon, à la fin du mondial 24 et Albelin, oui. À la fin du mondial 24, il y a une clause, selon mes collègues de Zurich. Je crois qu'ils l'ont pas communiqué officiellement, mais selon mes confrères de Zurich, et peut-être sorti ailleurs. Mais voilà, moi, je lis mon média en priorité. Clause à la fin de ce mondial. Clause sur quelle base ? On ne sait pas. Ça va dépendre. En gros, si y a beaucoup de joueurs de NHL, ils vont lui dire ouais, mais quand même, on peut pas sortir en quart. Puis s'il y a pas de joueurs de NHL, ils diront bon, ben, on verra. On se maintient déjà. Non, je rigole. Mais ouais, bon, on est honnêtement pas loin d'un truc comme ça. C'est forcément l'objectif des quarts de finale, et puis voir comment. Mais c'est quand même difficile de dire vous avez perdu une xème fois contre l'Allemagne, dommage, vous meniez, et puis finalement on va pas te conserver. Mais après, tu me diras, si ça se répète chaque fois où tu te dis, mais on a quand même une belle équipe, on finit bien le tour de qualification, on est bien placé, on n'est pas obligé de déménager dans l'autre ville. Difficile, hein, quand même, cette situation, même avec cette option, vu qu'ils la communiqueront sans doute quand on sera... le plus proche de Prague. Hein. Mm-hmm. Pour moi, en fait, mais je crois qu'on l'a déjà dit au moment où il y avait ces discussions, que ça allait se prolonger, donc je pense qu'on pourrait presque reprendre ce passage, et je pense que mon avis n'a pas changé depuis. Patrick Fischer n'a pas mérité d'être licencié, mais il n'a pas mérité d'être prolongé. Ouais. Alors tu me diras, peut-être c'est exactement ce qui vient de se passer. Ils l'ont pas licencié, effectivement, il est toujours là, et ils l'ont pas prolongé. Ils ont dit, au cas où... Il y a quand même une belle signature sur la vidéo. Ouais, alors ça, on en parle juste après. Mais au cas où quelqu'un veut s'intéresser à Patrick Fischer, ben non, on l'a sous contrat. Vraiment, moi, j'ai pas envie de diminuer les qualités de Patrick Fischer. Je me verrais pas faire ça. Certains le font bien à bien autre place. Mais est-ce que vraiment on avait un risque majeur qu'un club suisse ou étranger saute sur Patrick Fischer? Et après, dans l'autre sens, est-ce que Patrick Fischer avait vraiment envie de dire non, mais vu que j'ai plus de contrat à la fin de cette saison, moi je laisse l'équipe de Suisse et puis je vais dans un club? Si vraiment c'est sa volonté, bah en fait c'est pas une signature qui va changer grand chose. S'il y a une volonté de s'en aller, il s'en ira, contrat ou pas contrat. Donc moi ça, je sais pas trop ce qui s'est passé. Et après, alors ça je pense que je vais en parler dans ma newsletter. Quand tu viens de perdre 11 matchs consécutifs, parce qu'on s'arrête au 9, mais c'est 11 avec les 2 matchs de Riga. Les 2 matchs de Riga. Alors oui, il y en a un des deux, c'était un match qui ne comptait pas vraiment contre les Lettons, mais quand même, c'est 11 consécutifs. 11 défaites consécutives. Il y a une ou deux prolongations quand même qui ont été arrachées par-ci par-là, ça fait un point, ça fait une belle jambe. Est-ce que vraiment tu fais des grandes vidéos avec des maillots imprimés 2026, genre Neymar débarque au PSG? Moi, je suis pas persuadé, hein. Moi, je pense que tu fais ça tranquille, tu fais ça, t'envoies ton petit communiqué de presse, tu sais que ça va déjà énerver les gens.
Et profil bas, vous avez perdu les 11 derniers matchs, viens pas nous faire une grande vidéo. Moi, ça m'a un peu énervé, je dois t'avouer. Mais là, je comprends alors tout à fait l'énervement possible. Après aussi, je te dirais, évidemment, tu joues dans la cour des grands en affrontant à chaque fois la Tchéquie, la Suède, la Finlande. Avant, évidemment, t'avais pas 9 défaites de suite parce que t'affrontais la Russie B, C, la Norvège, des fois la Biélorussie, des fois, qu'est-ce qu'il y avait encore, la Slovaquie, l'Allemagne, et que t'arrivais évidemment bien plus souvent à t'en sortir avec une équipe un peu moyenne, on va dire. Ça, en tout cas, on est les deux d'accord sur le fait que moi je préfère que l'équipe de Suisse perde des matchs compétitifs contre les Finlandais, les Suédois ou les Tchèques plutôt que gagne contre la Slovaquie ou l'Allemagne. On a assez pesté contre ces matchs contre la Slovaquie, on les rencontrait 12 fois par saison. Et tu allais le faire en février ou avant les playoffs où ça comptait pas, et en plus tu jouais contre des adversaires qui étaient un tout petit peu plus bas. Donc finalement, j'ai l'impression que est-ce qu'il y aurait une bonne solution ? Parce que si tu envoies ta super équipe, tu dis voilà, on a mis les meilleurs Suisses comme il avait fait au mois de presque décembre, hein, voilà, parce que c'était le tournoi en Suisse aussi. Ouais. Hein, voilà. Là, les Suédois, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils avaient une super équipe parce que c'était le tournoi en Suède. T'envoies ta super équipe, il y a des gars qui se blessent. Mais pourquoi pour un tournoi qui est inutile, blablabla. En fait, tu auras toujours tort, j'ai l'impression. Ouais. Mais là, l'équipe de Suisse, elle a oublié comment on gagne des matchs. Oui. Tout simplement. Je pense que c'est un entre-deux qu'il faudrait trouver, je trouve, entre aller avec une équipe justement où quasi 90% du vestiaire c'est en allant sous les drapeaux qui ne sera pas présente au championnat du monde, et prendre la top Mannschaft à chaque fois. Pourquoi pas arriver avec 3 lignes sérieuses chaque fois, ça permet quand même de mettre des gens au repos, mais un peu quelques joueurs en expérimentation. Mais tu me diras, t'as raison, c'est difficile comme situation, et pour moi c'est le calendrier qui est compliqué, et c'est aussi le bassin pas de population, mais c'est le bassin de bons joueurs qui est pas extensible en Suisse. En Finlande, on dit ils avaient une top équipe, mais j'ai pas fait les recherches, mais je suis sûr que si on regarde en Europe les Suédois qui n'étaient pas présents ou les Finlandais qui n'étaient pas présents, tu peux faire une deuxième super équipe. La Suisse, si t'enlèves ton équipe A, l'équipe B, c'est pas A', on va dire, c'est B. Ou D' pour l'équipe présente en Suède. Mais ça, c'était pour... Voilà. Joli, mais t'as raison. La Suède, par exemple, quand on regarde l'équipe, tu te dis ah ouais, lui il est bon. Après tu regardes, tu te dis mais il y avait encore tous ces joueurs de Suisse qui étaient disponibles, puis qui n'étaient pas... Ou alors Sørensen qui se retrouve en 4e ligne avec la Suède, alors qu'il est mirifique, il est incroyable en championnat de Suisse. Ce qui ne veut pas dire que Sam Alam se dit « Oh non, mais peut-être qu'il veut aussi tester d'autres gars, mais il a Sørensen en 4e ligne. » De la même manière qu'à la rigueur, on pourrait tester des gars, puis se dire « On met Turkauf en 4e ligne. » Juste pour... Tu vois, ça n'a pas été sélectionné de toute la saison. Et il a tiré un trait sur l'équipe de Suède. Il dit c'est plus pour moi, je suis plus dans les bons papiers du coach, il y en a d'autres qui passent avant, il va pas vouloir un gars de 30 ans, il en a d'autres avant. Joe, c'est un des meilleurs défenseurs du championnat. On peut dire d'ailleurs au passage, si vous voulez lire l'article, ce format que tu fais avec les images, de reprendre au fil de la carrière. Tu l'as fait avec Timashov aussi déjà cette saison. Et là, avec Joss, on a aussi reçu des messages pour dire « super, merci. Super article. » C'est vrai que c'est sympa parce que, d'ailleurs, il y a aussi des gens qui nous ont fait remarquer. Et j'avoue aussi que complètement oublié. Et puis après, quand ça a été remis par les gens, je me suis dit « mais oui, son père ». Qui s'appelle Père. Voilà. Ouais. On avait parlé sur le plateau des Pécalistes. Ok. Parce qu'il y avait Alessio Bertaggia, puis j'ai dit, mais tu savais que ton père a joué avec le père Tchos. Et il m'a dit, non, je savais pas, t'es sûr ? Je dis, mais je suis certain, ouais, c'est sûr. Puis, une saison, Une saison, et c'était un vrai joueur, défenseur aussi. Et oui, alors je le savais, j'étais conscient de ça. Exactement. Mais tu crois que dans l'article, il était peut-être pas noté. Mais pour dire, il y avait effectivement déjà un petit lien avec la Suisse. 93-94, sauf erreur. Ouais, exactement. 93, absolument. Début des années 90. Geoffrey, là, peut pas dire « Ah, j'ai joué avec son père » parce qu'il n'était pas encore à Lugano à ce moment-là. Donc, on passe à autre chose, c'est pas l'équipe de Suisse, tu crois ? Ouais, exactement. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Les paris sportifs, il n'y en avait pas la semaine passée. Donc, on revient à ce qu'on avait fait il y a 2 semaines. Voilà, c'était le 2 février, ça remonte maintenant.
par chance, le pari Berne-Cloton avec un Berne-1 est passé de mon côté. Et toi, tu avais tenté les buts à Zug, Bienne, Oui. plus de 5,5. Plus de 5,5, ouais. J'étais très confiant. Je sentais le match à haut potentiel. Et ça s'est fini à 3-2 tirs au but, donc 2-2 après 60 minutes. Et Kunsley qui marque le 2-2 à la 54e, donc il aurait fallu... un 3-2 plus une cage vide pour s'en sortir. Il y avait 2-1 après 25 minutes, 24 minutes et quelques. Là, je me dis, ouais, c'est pas mal cette histoire. Et après, ça s'est complètement fermé. Tant pis. On passe donc au match de vendredi, il y en a 5. On a ce petit Zug-Gotteron le jeudi soir qui ne comptera évidemment pas. Mais par contre, vendredi, Ambry-Rapperswil, Bienne-Cloton, Tigers Ajoie, Zurich-Berne et Genève-Davos. J'avoue que les Tigers, vu qu'ils se bagarrent encore pour cette... mais parier contre Ajoie, ça fait un peu facile. Actuellement, Langnau est à 1,50 à la maison, donc je t'interdirais de prendre ça, il faut être clair. Voilà. Tu me prendrais un handicap. Et vu comme je joue Ajoie, c'est difficile de parier contre Ajoie qui est au contact quasi tous les soirs. Complètement. On a Ambry à 2,15, Rapperswil à 2,50, un match nul à 3,80. C'est compliqué ça parce que les codes de Jouer Sport que codes sur Jouer Sport. Bienne-Cloton, Bienne à 1,55, Cloton à 4,10, Servette à 1,85, Davos à 3,10, Zurich à 1,65, Berne à 3,55. Moi, il y a un truc qui pourrait m'intéresser, c'est les buts de Genève-Davos de Genève-Davos. Ouais. Ça pourrait plus de 5 buts et demi, donc 6 buts au moins dans le match temps réglementaire. Donc s'il y a non, c'est bon. Plus de 5 buts, donc il faut 6 buts. Donc même un 3-3 dans le réglementaire, ça passe à 1,90. C'est pas mal. Forcément que Bienne-Cloton, mais j'ai l'impression que la Bienne, on en parlera aussi avec ce match contre Lausanne, ça devient... on va pas dire chaque semaine, c'est l'ADR qui sonne pour le HC Bienne, mais... Bienne à 1,55, petit handicap. Ouais, mais alors à ce moment-là, vu avec le handicap, c'est à 2. Ouais. Plus d'un but d'écart. Ça veut dire Bienne, si vous prenez Bienne moins 1, ça veut dire que Bienne doit gagner avec 2 buts pour que le pari soit gagné. Oui, mais alors c'est à 2, tandis que les Tigers contre Langnau, dans le même cas, étaient un petit peu plus bas, non ? Avec le moins 1. Je l'ai plus sous les yeux, mais je vais te le retrouver très rapidement. Donc je me dis que, alors, pour le coup, peut-être... 1,85. Ouais, justement, le 0,15 de plus, c'est quand même Bienne. Je pourrais partir là-dessus. On va pas le mettre dans nos propositions vu que nous on fait une proposition vendredi matin, mais il y a Zug Fribourg-Gotteron jeudi soir, on peut quand même en parler 2 secondes. Oui. Zug est à 1,95, Fribourg-Gotteron est à 2,85, le match nul est à 3,70. Les buts, on voit que Zug a passé l'over 5,5, donc a pris 6 buts à Davos sans faire un effort offensif. Ils auraient passé le plus de 5,5. Il est à 1,85. Gotteron, c'est une équipe qui marque quand même pas mal. Zug aussi. Plus de 6,5, ça veut dire 7 buts dans le match à 2,65. Mais en même temps, ça va être un match. On a vu le... Je pense qu'ils font jouer Genoni parce qu'il y a eu Hollenstein. Exact, probablement. On a vu le Fribourg-Zurich récemment. Ça devient des matchs qui sont assez serrés. C'est presque des matchs de... Pas de pré-playoff, mais c'est presque des matchs de préparation au playoff. Là, j'irai peut-être pas trop dans les buts. Match nul à plus de 3,5 à 3,70. Ça peut être intéressant, même si Zug à la maison, en général, c'est assez solide. Puis Zug, si c'est leur dernière chance d'accrocher le wagon, on va dire, du top 2. Ouais. Et aussi d'éviter d'avoir Lausanne qui revient derrière, mais surtout pour viser, ils ont 8 points d'avance. Je pense qu'ils peuvent regarder devant, quoi. Exactement. Ils ont autant de retard sur Fribourg que d'avance sur Lausanne avec les mêmes nombres de matchs. C'est 8 points. Ouais. Donc, mais comme il y a ce match exactement. Donc, sur direct. Peut-être. Moi, si je devais, je partirais sur Zug, je pense, mais je m'y risquerais pas. Ouais, pareil. Mais alors, ça, c'était un pari du jeudi. Nous, on donnera nos proposition vendredi matin sur nos réseaux sociaux. Jouer Sport, un jeu de la loterie romande. Le tour d'horizon de National League. On va commencer avec Genève. C'est drôle parce que il y a quelqu'un me disait l'autre jour il y a des matchs des fois l'intérêt de certains matchs et notamment les matchs du Lausanne Hockey Club qui se retrouvent quatrième ou bien comme Zug qui a 8 points d'avance et 8 points de retard.
bon, ben, ils sont 3e à peu de choses près. Ils sont plus très intéressants, en fait, parce Non, qu'ils il n'y a se pas battent. grand-chose à gagner ni à perdre. C'est un peu, on attend les playoffs. Lausanne, c'est quand même un peu plus chaud hein, Que Zug, je que suis Zug. d'accord. Voilà. Tandis qu'au moins, bah, c'est clair que du côté de Genève, il y a clairement encore quelque chose à aller chercher. Absolument. Et une victoire 3-1 à Ajoie, tu disais lors des... Je sais plus si c'était lors des paris ou juste avant que... Ouais, mais Ajoie, oui, c'était lors des paris. Hein, rappelons-nous, c'est pas la victoire automatique. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas des gros scores. Non, Ajoie fait de nouveau un très bon match. On en parlera après sur la partie Ajoulotte. Mais Ajoie a vraiment fait douter Genève jusqu'au bout. C'est le 3-1 tombe dans la cage vide. Mine de rien, c'était pas une sinécure, on va dire. 60% d'expected goal pour Genève, 40% pour Ajoie. Dernier tiers, Genève a vraiment été mauvais. Ils s'en sortent bien. Ils ont eu un Olkinora qui a tenu la route. Commençons par la mauvaise nouvelle. Noah Rudd qui s'est blessé. J'ai l'impression que c'est assez sérieux. On n'a pas de nouvelles actuellement au moment où on enregistre. Peut-être ça va tomber durant l'épisode. Il a été balancé dans la bande par Valentin Pilet après avoir poussé le puck au fond. J'ai l'impression qu'il est un petit peu tard. En même temps, ça va assez vite. Pas vu d'enquête ouverte, en tout cas, jusqu'à présent. Mais sur ce match, j'ai plus de peine avec la charge de Arnold sur Berton quelques minutes auparavant, qui, pour le coup, celle-là, à mon avis, devrait être revue plutôt que celle de Valentin Pilet. Berton a pu se relever, on a eu un peu peur au début. Par contre, Norad, il s'est relevé, certes, mais l'épaule a l'air d'être en vrac, l'épaule gauche. Il est resté sur le banc un moment pour reprendre son souffle. À Ajoie, il faut attendre un arrêt de jeu pour retourner au vestiaire parce qu'il doit traverser la glace. Et l'arrêt de jeu est venu longtemps après, donc il a été escorté jusqu'au vestiaire. Au vestiaire, moi, tu sais quand il se passe quelque chose de sérieux derrière la porte. Disons, tu vois les médecins courir. J'ai vu un gars avec une mallette courir dans tous les sens. Ils étaient vraiment... Je ne l'ai pas écrit de manière trop précise parce qu'en gros c'est de la spéculation, mais oui. Tu sens le moment. Il y a personne qui est là pour rigoler. Pourtant Genève vient de gagner un match important. Les mines sont assez tendues. Les gens viennent aux interviews, font le travail très professionnellement, mais tu sens qu'il ne faut pas rigoler, quoi. Et quand la porte s'ouvre, t'entends quelqu'un qui crie derrière. Ça a l'air de pas être joli, quoi. Et ça a l'air de pas être simple comme moment pour Noah Rudd. Et je l'ai écrit dans mon texte. Pour moi, s'il y a un joueur qui personnifie le joueur dur au mal, j'ai l'impression que lui pourrait tout à fait le faire. Et même tous les recueilleurs, je vois personne faire du cinéma en coulisses. Non. Mais là, en l'occurrence, si en plus c'est un joueur comme Rudd qui souffre comme ça, tu dis ouais, alors ça n'a pas l'air simple. Il a été transporté à l'hôpital de Berne. Juste après, il était héliporté là-bas, d'après ce qu'on m'a rapporté. Les médecins sur place l'ont pas pris en charge parce que j'imagine qu'ils se sentaient pas de faire le truc. Moi, je ne suis pas médecin, je ne sais rien, mais je sais juste qu'il a été transporté à l'hôpital de Berne. On n'en sait rien de plus, mais ça a l'air sérieux. L'épaule a l'air assez gravement touchée. Mais des fois, tu sais jamais. Ouais. Ça peut avoir l'air très sérieux. Puis dans 2 semaines, il est de retour sur la glace. Comme ça peut avoir l'air très sérieux. Puis on ne le revoit pas avant septembre. Pour l'instant, c'est vraiment pure spéculation. Donc on va surtout pas le faire. C'est pas le lieu, c'est pas notre genre. Mais par contre, ça serait un sacré coup dur pour Genève. Norad, c'est quand même un peu cet aspect. Déjà, c'est le capitaine. C'est ça. Pas par hasard. Puis il y a un peu cet aspect chef de meute, on va dire, de sa personnalité. Et faut vraiment souhaiter que ce soit pas trop grave parce que pour Genève, ce serait assez dur. Ouais, c'est... En plus, je pense que c'est... Il se dit, ma foi, c'est comme ça, mais il y a la Champions, la finale qui arrive mardi. Il aurait sans doute évidemment voulu être sur la glace plus que on a vu un Winnick qui est de retour au jeu et qui va pouvoir donc tu l'avais expliqué, hein, qui avait encerclé ce jeu en se disant ça j'ai envie d'y participer, qui avait tout fait alors. Aussi parce que la rééducation, enfin en tout cas sa rééducation, mais sa convalescence se passe assez bien pour pouvoir se dire je peux le viser. Oui. Tandis qu'à un moment, si suivant quelle blessure, on dit écoute c'est les ligaments comme Noah de Lémon, c'est tant de mois. Ah bah tu peux. Non, c'était 6 à 8 semaines. Et 8 semaines, ça a coïncidé avec la finale de la Ligue des Champions. Donc il a dit, il m'avait dit si ça se passe bien, normalement c'est ok. Et j'ai parlé un peu avec lui à la fin du match. D'ailleurs, alors c'est pas une. Je lui ai dit, je vois un joueur qui est tordu
qui sort de la glace, et j'avais pas vu l'action de Lemon parce que depuis, on en a déjà parlé de la patinoire d'Ajoie et on est à côté des caméras, donc on a le même angle de vue que les caméras. Moi, le coin là-bas, honnêtement, sauf si je me lève, je le vois pas, et j'avais pas vu à quel point c'était grave et qui avait passé dans la bande. Et quand je vois le 6, un chiffre qui se termine par 6, ce tort de douleur et sortir, je me dis c'est Winnie qui premier match de retour, puis je lui dis j'ai cru que c'était toi au début, il m'a dit non, c'est Inora quoi. Je dis j'ai bien vu, mais donc Winnie a pu rejouer, il était quand même content d'être de retour sur la glace, on a pu discuter un moment après le match, ça c'est une bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle aussi, Theodor Lennström qui devrait revenir la semaine prochaine, normalement il vise la finale de la Ligue des Champions, pire comme retour, donc ça veut dire que Genève aura tous ses étrangers à disposition tout soudain. Donc ça veut aussi dire qu'il va falloir prendre des décisions au niveau du gardien. Parce qu'actuellement c'est simple, tu peux mettre Olkinora en 1, en 2, de toute façon t'as pas de licence étrangère supplémentaire en tribune, donc il joue les deux. Ouais, mais en Champions t'as le droit à plus. En Champions, mais après. Ah oui, après. La fin de saison. Ouais, non, parce que pour la Champions, si on parle juste de ça, non. Alors ils peuvent tous jouer, hein. Bien sûr. Ouais, ça va être. À part ça, ok, c'est un one shot, hein, mais ça sera assez amusant de voir Genève où Yann Cadieux peut se dire je compose avec tous mes joueurs disponibles, j'ai pas un petit warning pour faire non, comme manager t'as trop d'étrangers sur la glace, donc mais là je me suis penché un petit peu justement sur les statistiques des 3 gardiens parce que je pense que c'est un sujet qui va être intéressant ces prochains temps, et ça va pas être simple parce que t'as Desclous qui a plus joué depuis début décembre, mais qui a des statistiques tout à fait ok. Il a 28 goals encaissés pour 28,08 expected goals encaissés. Donc ça veut vraiment dire qu'il a pris les buts qu'il devait prendre et rien de plus. Il a pas été ni bon ni mauvais. Il est légèrement en dessous, mais rien de grave. Ouais. Olkinora, c'est 33 buts encaissés pour 34,46 expected goals against. Donc là aussi, il est tout à fait dans la moyenne. Mais il l'a sauvé un petit peu, ouais. Voilà, Pita Mayer qui a 53 expected goals against et 63 goals encaissés. Donc il a pris 10 buts de plus que ce qu'il était censé. C'est vraiment, beaucoup. Et si tu prends la statistique des buts encaissés par rapport au gardien moyen de la ligue, c'est une statistique qui se calcule soit en plus, soit en moins en nombre de buts, soit sauvés, soit encaissés en plus. Le Kionora est à moins 0,93, donc c'est-à-dire qu'il a pris un but de plus qu'un gardien moyen de la ligue. Rappelons-nous qu'au début, c'était pas ça. Au début, il était vraiment, vraiment excellent et après, il est rentré dans le rang. Ouais. Desclous, c'est 3,46 buts de plus qu'un gardien moyen et Mayer, c'est 18. Donc Mayer, c'est vraiment, vraiment compliqué. Tu as la stat pour les gardiens qui sont vraiment au-dessus, qui c'est qui domine cette statistique ou bien ouais. Non, je l'ai pas cherché, je me suis concentré sur les gardiens de Genève Servette. Problème à venir quand même, déjà il va falloir soit mettre un attaquant en tribune, s'il manque Rod en ou plus, un défenseur, ouais. Là ça devient compliqué, ce sera plutôt un défenseur, j'imagine. Tu repars sur Lennström, j'imagine, surtout si Rod est absent, surtout si Richard n'est pas encore de retour, donc il y aura des décisions qui vont devoir être prises et moi je pars pas avec Robert Mayer devant le filet actuellement. Après il peut prendre feu à tout moment, on connaît, et puis mais là il part d'assez loin et puis là tu peux pas dire on te donne 1 ou 2 matchs pour te remettre dans le rythme. Pareil avec Gauthier Desclous, hein. La gestion où l'urgence induite par les résultats fait qu'il n'y a pas eu de gestion vraiment possible de dire on te redonne un match à Langnau parce que je dis à Langnau. Pour donner un. On te donne un match. Il n'y a pas une urgence de résultat comme pourrait faire Zurich à dire le deuxième gardien on l'envoie à Fribourg avec un Rueger, on dit on t'envoie à Rapperswil, si ça se passe mal on a un coussin de sécurité. Là il n'y a jamais eu ça, donc va falloir trouver un moyen de refaire jouer tes 2 gardiens suisses sur la feuille de match si tu veux jouer avec tes 6 étrangers sur la glace. Les prochains matchs de Genève, c'est un match vraiment important vendredi contre Davos. On a vu que Davos a été bon contre Zug. Et puis, après, c'est la finale de la Champions. En gros, contre Davos, les 2 équipes ont 68 points. Davos a un match de moins que Genève. Donc, si Genève le perd, ça devient vraiment difficile après dans la lutte pour le top 6. D'ailleurs, mais à part ça, Genève, je prends juste après la Champions parce que je vois le calendrier et je me dis... Ah ouais, quand même. C'est-à-dire qu'ils jouent le 24, c'est un samedi, donc à Berne. Le dimanche 25 à 14h45, ils accueillent Rapperswil. 14h45 15h45, pardon. Donc, on a le 24, le 25. Tu vas nous envoyer des gens au Vernet 1 heure avant. Malheureux. Le 27, le mardi,
Lausanne-Genève. Et puis le jeudi 29, Genève-Ambry. Et puis après, le samedi Donc 2... 4 matchs en 6 jours. Ouais, et puis le samedi 2, donc en fait, t'as juste le vendredi en pause. Le samedi 2, Zouk-Genève. Et puis après, Genève-Bienne. En fait, la fin de saison de Genève, c'est un match tous les 2 jours. À peu de choses près, avec encore ce 24-25. Sinon, c'est mardi, jeudi, samedi, lundi. On va demander beaucoup aux organismes. Tu me diras, la plupart des clubs aussi, ils vont tous jouer, je pense, quasiment les 3 dernières. Non, même pas les 3 dernières, mais seulement les 2 dernières journées sont complètes. Mais sinon, ouais, il faudra rattraper ces matchs pour Genève. Ça va être demandant, en tout cas. Ouais, je suis d'accord. Et juste un petit point statistique avec Artikainen qui a 7 goals pour 13 expected goals, ce qui est incroyable. Ça n'a aucun sens et ça continue à pas venir pour lui, vraiment. Et il est à l'image finalement de la saison de Genève Servette qui a un PDO, donc le chiffre de pourcentage d'arrêt et le chiffre de pourcentage au shoot à 97,63, ce qui est sous-performance absolue, ouais. Surtout pour une très bonne équipe comme Genève. Ils ont une pointe à un moment dans la saison sur une moyenne de 10 matchs où ils étaient à 99, c'est le meilleur moment de la saison, ce qui est déjà une sous-performance. Ils sont jamais passés en dessus de 100. C'est presque une anomalie statistique cette saison genevoise. Intéressant. Bon, on a fait le tour de Genève ? Absolument. On passe du côté d'Ajoie. L'autre, la victime de Genève Servette, comme tu le disais, jusqu'à la butte dans la cage vide, Ajoie était au contact. Après, il n'y a pas des points. On ne va pas te donner 0,5 points parce que tu as été bien au contact pendant un moment, puis finalement non. Et la froide réalité des chiffres, c'est que Ajoie conserve ses 31 points et puis doit attendre le barrage, enfin le play-out. À cela près que visiblement, si j'ai bien vu aussi, selon les règlements, le play-out pourrait être annulé. Bien sûr, si ni Viège ni Holton sont qualifiés pour la suite des playoffs et sont plus en lice, disons, au moment du début du barrage, c'est parce que c'est les 2 clubs qui ont un dossier recevable pour une promotion. Si les 2 sont éliminés, le barrage tombe. Les 2 ne seront pas éliminés. D'accord, mais c'est une éventualité. Mais et puis à part ça, au-delà de l'aspect sportif, on va dire ça sert à rien de faire ces matchs. Quand même, je me disais l'aspect économique de admettons, même si c'est pas reluisant et que tu joues un peu ta vie, tu joues ta saison là-dessus. Imaginons en 6 matchs une série, pas forcément 7, mais en 6 où tu as 3 matchs chez toi, et que tu as de nouveau un match une série contre le champion de Swiss League, où tu as peut-être de nouveau 2-3 matchs chez toi, c'est quand même des rentrées d'argent finalement. Alors est-ce que c'est négligeable par rapport à le fait de t'être sauvé ? Ça, je suis pas capable de le dire, mais juste réfléchir à l'aspect économique de ce moment-là où tu te dis c'est que ça nous enlève quand même finalement des rentrées. Ok, on est sauvé, c'est bon. Je sais pas ce que toi si ça te parle un peu cet aspect-là. Alors en un sens oui, puis dans l'autre, qui de sain d'esprit va suivre un Ajoie Cloton qui n'a absolument aucun enjeu, vu que le perdant en fait il a juste pas gagné, puis le gagnant il a juste pas perdu. C'est un peu le seul enjeu. Super. Donc, oui, je comprends d'un côté ça, puis d'un autre, t'imagines l'infrastructure à mettre en place pour des matchs qui ne servent absolument à rien. C'est parce qu'après, la sécurité, on a fini 13e sur 14, et dans le 14e, vu qu'on a gagné le barrage, la belle affaire. Donc, oui, je comprends le problème. Est-ce que vraiment, ce serait pas encore pire pour l'image du hockey suisse si les 2 équipes qui devaient s'affronter, t'imagines aussi pour les joueurs qui doivent faire une série en 7 matchs, qui ne sert à rien, au lieu d'aller en vacances après une longue saison où ils se sont dit on est sauvé, au moins ça, ça n'a pas été glorieux, mais on est sauvé. Non, il faut encore jouer une série qui ne sert à rien. Donc je préfère ça, honnêtement. Est-ce que ce n'est pas un plaidoyer en faveur d'une ligue fermée ? Ah oui, la saison depuis 3 ans est un plaidoyer pour une ligue fermée. Totalement d'accord.
Parce qu'on va dire que Ajoie est monté, Cloton est monté, puis maintenant, en gros, c'était Holton et Viège, tu disais, hein, qui ont les dossiers qui sont recevables. On nous parle de Sierre, mais avec Max Orlais, exactement. Ouais. Hein. Commencer par faire une patinoire, puis après, ça veut pas dire... La Ligue fermée, ça veut pas dire que maintenant, ça va être fermé en 2015 ou 2014, puis que c'est comme ça pour toujours. Ça veut pas dire que c'est évolutif, ça veut pas dire qu'un club va avoir des problèmes financiers une fois ou va plus assumer son statut de l'équipe National League. Ça veut pas dire qu'on peut pas passer à 15. Si vraiment il y a une équipe qui se crée et qui grandit et qui a la capacité financière pour évoluer plus haut, pourquoi pas être 15, pourquoi pas être 16 ouais. Et tu fais 2 groupes de 8. J'extrapole, mais la Ligue fermée, ça veut pas dire qu'on peut plus jamais changer quoi que ce soit. Ça veut juste dire, là, cette pression de la relégation, un peu presque, comment dire, artificielle, je dirais, parce que je vois pas qui peut monter maintenant. Même à Joie, tu vois, ils ont réussi quand même, finalement, quand on dit qu'ils travaillent dans la bonne direction, etc. Je lisais dans un article de mon collègue Tristan qui a écrit un sujet sur Chaud de Fonds. Maintenant, à Joie a monté un budget au-delà de 14 millions, je crois, et Chaud de Fonds, en cas de promotion, il sera 5 et quelques, 5,63. Au bout d'un moment, ça veut dire qu'un club va devoir recommencer là où Ajoie a commencé il y a 3 ans. Mais pour pouvoir avoir ces chances-là, il faut détrôner l'équipe qui est là. Et il disait dans cet article, justement, des observateurs du club disaient, mais en fait, les joueurs qui viennent d'Ajoie, qui n'étaient pas sur la glace là-bas, sont de vrais renforts pour nous. Ouais. Donc finalement, Ajoie est beaucoup plus avancé actuellement, tout en étant le cancre de la National League. Ajoie est devenue une bien meilleure équipe que la meilleure équipe de Swiss League. Donc pour moi, ça n'a aucun sens. Et personne n'est suffisamment sérieux. Parce que même Holton, oui, ils ont été acceptés, mais les infrastructures, c'est pas de la folie. Ouais. Il y aurait honnêtement que Viège qui a les infrastructures pour. Puis t'as vu la saison qu'ils viennent de faire. Donc, Avec pourtant Heinz Sellers, on se disait, ah ouais, mais alors là, ils ont été trouver un entraîneur qui peut casser les pieds à pas mal d'équipes en Swiss League. Benjamin Tognetti nous disait, oh non, si Heinz Sellers débarque à Ajoie, nous on fait le forfait, hein, on paye et puis on perd 5-0, on veut pas aller jouer contre lui. Est-ce que finalement, Viège a commencé ses playoffs de Swiss League en battant Bâle, qui était pourtant le favori, en tout cas de la saison régulière. Est-ce que peut-être que Viège peut créer l'exploit, puis tout d'un coup aller chercher quelque chose? À voir. Mais moi, je trouve aussi, à part ça, que quand tu dis 14 millions et quelques pour Ajoie de budget, et quand tu vois la difficulté de ces 31 points, je me demande jusqu'à quand, malgré le fait, et quand les supporters entendent 14 millions et quelques, ou 15 millions, peu importe, ils se disent, mais alors, il ne pourrait pas y avoir des joueurs d'un autre calibre, puisqu'on a tant d'argent. Ils ne peuvent pas réussir à engager des vrais renforts, puis comme ça, on peut se sortir de cette zone. Et c'est ce qu'on explique aussi, j'ai l'impression, à longueur de podcast et de saison, c'est-à-dire, ça se construit tellement... Évidemment, si tu es Berne dans cette position, tu as plus de latitude pour créer rapidement quelque chose, mais pour Ajoie, ça passe par des tiens, Louis Robin, tiens, on a obtenu Ken Sopa, est-ce qu'il va pouvoir se développer? On essaie de développer Gian Colère, ça a été un petit peu plus difficile. Puis Ken Sopa, c'est pour quelques mois. Hein. Exact. Après, ce qui va rester? Après, tout d'un coup, tu peux faire un carton sur un étranger, mais simplement l'étranger, ça se trouve, il a peut-être une option, il reste une année, puis s'il est bon, il va ailleurs. Voilà, parce que là, maintenant, avec Odette qui fait une jolie saison, il y aura forcément de l'intérêt pour Daniel Odette. Et est-ce que tu arrives à le conserver? Je suis pas sûr. L'année passée, ça avait fonctionné avec TJ Brennan. Il y avait pourtant un peu d'intérêt. Pas hyper marqué, mais il y en avait quand même un petit peu. Et il est resté. Mais Odette, on verra, ça va être intéressant de suivre. Mais c'est la réalité du moment du côté d'Ajoie. Mais on l'a déjà suffisamment dit, ça va dans la bonne direction. Et malgré les points qui sont pas là, ce match contre Genève, c'est un nouvel exemple des limites finalement du HCA actuellement. J'ai regardé, il n'y a que 2 joueurs qui ont plus de buts que des expected goals. C'est justement Daniel Odette et c'est Jonathan Hazen. Ok. Même petit match-off à pas. Non. Okay. Et De Vos c'est à moins 6. Il a plus 6 expected goals de plus que son nombre total de buts inscrits, par exemple. Et contre Genève, il a de nouveau une immense action au milieu du 3e tiers. Et il tombe sur Ulkinora, il n'arrive pas à marquer.
au lieu d'égaliser, derrière, après, il y a le but dans la cage vide, pas droit derrière, mais quand même. Et voilà, il manque ce petit ce talent finalement qui fait la différence. Et ça peut passer certains soirs, mais quand tu marques un but, tu n'as quasi aucune chance de gagner en National League. Et tu verras que peut-être, j'en sais rien, mais Julien Vauclair va, lorsqu'il va peut-être devoir choisir un étranger, va peut-être de nouveau se tourner vers un étranger qui n'est peut-être pas voulu par les bons clubs de National League qui ont décidé de faire un peu tabula rasa, puis tu te retrouves avec peut-être un joueur comme ça, puis les supporters vont se dire « Ah ouais, mais lui, finalement, s'il a été éjecté de... Prenez un club au hasard, est-ce que vraiment c'est un renfort ?» Puis t'es là, bah ouais, mais il connaît le championnat. Honnêtement, Gélinas et Odette, c'est pas les pires pioches Vraiment pas. de sa part. Et on voit, tu parles de Vos, qui est là maintenant, c'est les meubles, Phil Michael De Vos. Et on disait que en National League, Hazen, avec sa vitesse, allait pouvoir sans doute mieux s'adapter. Alors, De Vos avait connu une belle saison au niveau des points, des statistiques, sous Gary Sheehan et tout. On se disait, ah ouais, quand même, finalement, il était capable de marquer une 40aine de points. Puis là, en vieillissant, on va dire, et vu comme la Ligue tourne, c'est quand même plus difficile pour Phil Michael De Vos. Mais là, c'est vrai que tu as des options à aller chercher en bas. On voit que Jonathan Eng à Cloughton a bien fonctionné. Tu peux aller chercher un Stuckel du côté de Bâle. On me dit Josh Lawrence, peut-être? Ouais, on me parle plus de Stuckel. Ok. Josh Lawrence, il y a plus de questions autour de lui. Stuckel pourrait clairement jouer en haut, apparemment, de ce qu'on me dit. Et c'est ce genre de joueur-là que doit aller chercher à jouer. Ça veut pas dire que c'est des étrangers au rabais, mais c'est des étrangers qui sont forcément, tu peux pas aller chercher des champions du monde comme d'autres équipes de National League, mais tu dois trouver d'autres moyens d'engager des joueurs. Et Stuckel, puis Bâle, tu peux presque même lui dire ouais, mais tu viens au club voisin là, t'es pas loin, et tu lui fais croire que c'est moins d'une heure de route. Le Lausanne Hockey Club qui a réussi à, on va dire, pas solidifier, mais en tout cas reprendre un peu de marge, et toujours 4e, mais avec maintenant 3 points d'avance sur Berne, grâce à sa victoire 5-2. Pas que je me plante, parce que j'ai un moment dans mon texte, j'étais en train d'écrire 4-2, parce qu'on attendait fébrilement de savoir si le goal dans la cage vide à 0, je sais pas combien de Raffle était valable, et finalement oui, il a été validé après les images vidéo et donc 5-2, cette victoire contre Bienne, qui fait du bien à Lausanne, qui du coup, on en parlera dans la section biennoise, met un coup d'arrêt à Bienne, qui essaye toujours de se bagarrer. Alors je sais pas pour le top 6 s'ils avaient encore des ambitions, mais maintenant ils doivent aussi regarder derrière, parce qu'ils n'ont pas tant de points d'avance que ça sur Langnau. Oui. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est 4 points. Il y a 2 points sur Ambry et 4 points sur Langnau. Langnau a des matchs en plus, donc ça va, mais Ambry a un match en moins. Par contre, ouais. On en parlera après du HCBN. Je pense qu'on se concentre sur Lausanne. Et comme tu dis, ils ont solidifié leur place dans le top 4, consolidé leur place dans le top 4 en ayant maintenant le même nombre de matchs que Berne et 3 points de plus. Il y a quand même ce HC Davos. J'ai déjà dit une fois ou deux, ouais. Pour moi, il y a Davos qu'il faut vraiment pas négliger. Et cette victoire contre Zug, finalement, fait une sorte de statu quo entre les deux clubs. Tu me diras, ça pourrait être pire. Ils auraient pu reprendre des points, c'est pas le cas. Lausanne, surtout, a mis fin à une série de 3 défaites. 4 défaites en 5. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose. Et moi, j'aurais bien aimé qu'on s'attarde 2 minutes sur Tim Boson. Ouais. Parce qu'il me semble que ça fait partie du genre de joueur il est là, c'est Tim Boson, on sait ce qu'il vaut. Puis finalement, ce qu'il fait cette saison, de juste mettre des chiffres sur sa saison, parce qu'on le voit souvent marquer, on le voit souvent. Je pense, j'ai pas regardé ses expected goals, mais je pense que lui doit pas forcément énormément les surperformer, parce je pense qu'on a toi et moi en tête des cages vides qui nous a raté durant cette saison, où tu te dis ouais, il aurait pu en planter 2 ou 3 de plus, mais il est déjà à 25 points. D'ailleurs, ça me fait penser, parce que quand on l'a interviewé hier soir après le match, il a dit, parce qu'on lui a dit, il a marqué un doublé contre Bienne, donc, et il dit, ouais, mais à Bienne, et toi tu étais au match, il dit, j'en ai raté une, je devais vraiment, je devais la mettre, et puis après derrière on prend ce but, oui. Ça m'embête, donc j'avais vraiment envie de me racheter, donc voilà. Ouais, absolument, et là c'est pas le seul, et là il met 3 points, 2 buts, une passe décisive. 25 points en 44 matchs, c'est son record en carrière, 25 points. Avant, sa meilleure marque, c'était 17, donc ça fait déjà un moment qu'il l'a dépassé. Il était à 22 avant ce match, mais là, il est monté à 25.
15 buts, c'était déjà avant le doublé de mardi soir, c'était déjà son record avec 13. Là maintenant, il est à 15. Ça devient une vraie saison, une vraie jolie saison pour Tim Boson, qui est le 4e meilleur compteur du club, le 3e meilleur attaquant derrière Suomela et Ria. Il y a juste Joss qui est encore là derrière, mais il est là en haut. Finalement, il est devant un Fuchs, par exemple. Il est devant un Jäger, qu'on met aussi souvent en avant dans ce podcast. Devant un Ugly aussi, qui était un buteur finalement. Un peu. Je dis Ugly en sachant qu'il avait à peu près pour moi, Ugly, quand tu as dit 15 buts, c'était un peu le Ugly que je voyais. Ouais, absolument. Puis je pense que c'est de notoriété publique, ça a été suffisamment écrit, mais quand même, remettons en perspective qu'il y a une dizaine d'années, Tim Boson était hospitalisé pour une méningite. Il a passé 3 semaines aux soins intensifs. Il a été mis dans le coma. Et ça reste finalement... Oui, c'est vieux. Oui, depuis, il a fait une carrière tout à fait honorable. Mais oublions pas qu'il y a 10 ans, il lui est arrivé ça. Et il y a toujours ça dans un coin de la tête en pensant à Tim Boson, je trouve. Et ça rend sa saison actuelle encore plus... impressionnante, je trouve, parce qu'on rappelle quand même qu'il avait été drafté par Montréal juste avant au 3e tour, 64e position. T'es pas un manche à balai quand t'es drafté au 3e tour normalement. Après, les mauvaises langues diraient ouais, mais par Montréal, mais ça je connais pas assez la NHL, mais c'est pour faire une blague sur Montréal, je suis sûr que ça marche. Et depuis son arrivée en Suisse, mais il a toujours eu une progression assez linéaire. Oui. Et il met 12 points, 14 points, 14 points, 15 points, 17, 25 maintenant. Et il est dans son prime, il a 29 ans. Il a encore une année de contrat à Lausanne. Et moi, ça me fait me poser une question, en fait. C'est quoi la valeur d'un joueur comme Tim Boson sur le marché ? Parce que finalement, maintenant, avec 6 étrangers, est-ce que c'est pas justement typiquement le genre de joueur qui est pas assez dominant pour obtenir un gros contrat et donc une place en adéquation avec son gros contrat, et donc pas être dans les 2 premières lignes ou pas justement gagner ce qu'il estimerait peut-être valoir parce que tu mettras cet argent sur des étrangers, et du coup tu vas le mettre sur une 3e ligne. Mais en 3e ligne, tu dois peut-être aussi un petit peu voir tes prétentions salariales à la baisse. Et je me demande dans quelle mesure lui se retrouve pas justement coincé. Je parle pas de la réalité d'avant où un marché était un peu cassé du côté du bord du Léman, surtout au centre du Léman, on va dire, pas sur les bords des 2 côtés, ni au Bouvray ni à Genève, mais au centre c'était bien cassé. Là on va revenir vers une normalité, on va dire, à Lausanne. Et c'est quoi la valeur de ce joueur-là ? Et je pense qu'il y aura il a dit je pourrais malheureusement pas en savoir plus, mais les négociations autour d'un Tim Boson, je pense qu'elles vont être très intéressantes à suivre. Elles seraient très intéressantes à suivre. Je sais pas, des fois on n'aime pas, je veux pas... C'est vraiment, j'essaye juste de me faire un jeu avec moi-même et avec toi, finalement, de se dire quelle pourrait être la valeur comme ça. Et je pars comme ça dans ma tête. Tu me diras peut-être si je suis si peut-être pour toi tu te dis ah non mais Jean-Fred t'es complètement cinglé. Si tu dis un chiffre, je vais pas te répondre. Ouais, mais est-ce que moi j'imaginais, je me disais tiens, est-ce que aux alentours de peut-être 300 000, si c'est un chiffre, est-ce que c'est un chiffre réaliste ? Est-ce que je suis beaucoup trop bas par rapport au marché ? J'ai l'impression que je suis pas beaucoup trop haut par rapport au marché. Peut-être que je suis trop bas avec 15 buts. Il peut tout à fait dire pep les gars, 15 buts. Mais moi, c'est un peu... ce serait une base de travail pour... comme ça. Et je pense que ça pourrait clairement être un petit peu plus élevé avec des négociations. Justement, moi, c'est difficile de trouver cette valeur précise pour un joueur comme ça, j'ai l'impression. Parce que justement, il est en concurrence avec d'autres joueurs finalement, et parce qu'il a quand même franchi un palier cette année, mais il a réussi ses 30 ans, et c'est quand même un joueur physique qui a un joli gabarit, qui a pas peur d'aller au contact. Au contraire, c'est même quelque chose qu'il fait très bien. Et est-ce que tu arrives à te le faire valoriser ? Et si oui, comment ? Enfin, je me dis qu'il y a une négociation qui va être passionnante. Mais ce qui était aussi assez drôle de la part de... Si on reprend l'historique de Tim Boson à Lausanne, c'est, si je dis pas de bêtises, il faisait partie d'un échange, du trade avec... quand il y avait eu Moy et Vermin, finalement, et lui, il faisait partie de ces joueurs. Il y avait eu Guillaume Maillat, il y avait eu Tim Boson, il y avait eu Tchachka, oui. Et puis il y en avait encore eu un dernier. Florent Douai. Florent Douai, voilà, très juste. La question était un peu de se dire Lausanne s'est fait enfler et oh là là, c'est vraiment n'importe quoi. Sur le fond, dans l'absolu, quand tu trades un international, enfin presque même 2 finalement. Mais là, Tim Boson, on peut pas refaire l'histoire et regarder 3, 4, 5 ans après
Mais tu te dis que finalement, Lausanne a pas complètement perdu au change. Il a fallu un peu de temps, mais un marqueur de 15 buts, c'est tout à fait honorable d'avoir réussi à avoir ça. Après, il connaît une super saison. Oui. En discutant avec lui aussi, je lui ai posé la question, je dis, mais est-ce que finalement, cette ligne avec Raffel et Jäger, c'est pas une ligne de play-off? Et puis il dit, mais moi je pense que, en tout cas, on a un jeu, on va gratter, on va donner, on est une ligne assez physique, les trois. Et en ce moment, ça paye finalement. Mm-hmm. Et tu disais, Jäger, que Boson avait plus de points qu'Jäger et tout, c'est clair. Raffel, forcément, comme il était blessé. Mais je trouve que la composition de cette ligne, en tout cas, je me dis, elle doit être chiante à jouer. Ouais, puis elle fait sens, je trouve, justement, avec Jäger qui a beaucoup progressé cette saison, je trouve, et avec ses deux ailiers d'impact. Ouais. Je pense qu'il est bien entouré, Ken Jäger. Je trouve intéressant de regarder les statistiques d'Axel Simic, qui a pile le même nombre de points et pile le même nombre de buts que Tim Boson. Et Axel Simic, en début de saison, il a signé alors en octobre. Est-ce qu'il a signé un peu tôt? Ça, je peux pas dire. Je me rends pas compte concrètement s'il avait attendu un peu. Est-ce que ça aurait été mieux aujourd'hui? Parce qu'il a signé pour 2 ans à Cloton. Mais justement, un joueur qui a les mêmes stats que Tim Boson, à un âge, il est beaucoup plus jeune, Axel Simic, donc t'as presque il a 4 ans de moins. Ouais. T'as presque tendance à te dire, oh, il va arriver dans son prime, tandis que Tim Boson est en train de le terminer, mais il y est encore. Est-ce que, justement, c'est pour ça que ça me fait aussi me poser des questions sur le marché pour ce genre de joueur-là et ce genre de profil-là, parce qu'il a signé à Cloton pour 2 ans. Et est-ce que vraiment il y avait une demande folle pour Axel Simic? Je suis pas sûr. Et est-ce qu'il y aurait une demande folle pour un Tim Boson à 30 ans, du coup, même presque, il ira sur ses 31 à la fin de son contrat. Ça va être intéressant, mais en tout cas, moi je trouvais que c'était chouette de s'arrêter un moment puis de le mettre en avant parce que justement, j'ai un peu l'impression qu'on a l'habitude qu'il soit là et puis on se dit, ouais, il marque de temps en temps son but ou de temps en temps 2, mais souvent il rate aussi un peu 2-3 trucs. Et ouais, vrai, si Lausanne vit une bonne saison, c'est aussi parce qu'il y a des joueurs comme lui. Il joue ses 15-16 minutes tous les soirs et il est hyper précieux. Et c'était, je sais pas si tu te souviens, sur le plateau des Pécalistes, ça doit être soit Michael Engoy ou Geoffrey Vauclair, quand on avait essayé de décerner les MVP à mi-saison, oui, qui avait choisi Boson. Et nous, on avait choisi un autre joueur. Mais c'était intéressant de voir que un ancien joueur aussi avait remarqué déjà cet impact en disant que hey, il est pas si mal que ça. Hein. Alors évidemment que on l'avait aussi vu, mais c'était pour dire que certains avaient été plus vocaux déjà à son égard et avaient dit que c'était un super joueur déjà. Puis si on termine cette partie Lausanne, le calendrier, moi j'appelle ça le Greg Strip. On sait que quand je vois ça, je me dis, je parie que tu vas tellement aimer parce que tu peux aller vers Zurich, puis après ça te fait 2 déplacements en 2 jours à Cloton samedi, et puis alors bon, c'est un peu plus pénible. Si c'était à 15h45, ça aurait été bien à Davos. Ou si Willy Feucklin l'a mis dans l'autre sens. Ouais. On va à Davos d'abord le samedi, puis après on va à Cloton le dimanche sur le retour. Comme ça, exact. On s'éloigne pas le dimanche dans la journée. Ça, Willy, si tu nous écoutes, sûrement pas. Mais la prochaine fois, il faut y penser. Mais c'est bien ces matchs. Évidemment, Lausanne fait également un voyage pour les 2 matchs. C'était prévu comme ça. Hein. Ouais. Ça faisait aucun sens de rentrer. Enfin, c'est même débile d'en parler. Lausanne dort en région de Zurichoise samedi soir à une glace le dimanche matin à Cloton pour s'entraîner si nécessaire, si envie, pour faire le morning skate. Normalement, ils vont le faire. Surtout que le match est à 20h, pas à 15h45. Exactement. Derrière, monter à Davos. Et puis le match le lendemain, c'est... Lausanne, c'est un poil enlevé de pression quand même, ce mardi soir en gagnant contre Bienne. Il y a moyen, on va dire, de se mettre vraiment à l'abri pour le top 4 en allant gagner à Cloton samedi soir. Puis au niveau de l'actu, je reprends ce que tu as écrit en posant la question à John Foust, ou en tout cas en allant à l'entraînement. C'est Apala qui est un peu sur le ballon, qui est légèrement blessé. Ouais. Et puis Salomeki qui a un maillot distinctif. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il est déjà en train de patiner. Pour Lausanne, le retour de Salomeki, je pense que on l'a assez thématisé ici en disant l'importance de ce joueur en ce moment. Et il doit vraiment
croiser les doigts pour que ce soit plus tôt possible. Ouais, il était en maillot bleu l'autre jour, donc il est proche d'un retour. Ce sera peut-être pas pour ce week-end un programme. Si c'est pas ce week-end, j'imagine que c'est d'ici moins de 10 jours, il est sur la glace normalement. Ouais. Ce qui fait qu'il va falloir aussi, comme pour Genève, prendre des décisions, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu moins compliqué. Toi, tu as vu le match à Lausanne. Moi, j'ai moins pu voir que toi, vu que j'étais à Ajoie. Après, je suis encore rentré au milieu de la nuit. J'ai pas pu tout voir. Mais Kovacs, t'en as pensé quoi? Ouais, de nouveau, c'est l'impact qu'il a. Il y a eu une belle action que Rochette a fait un super arrêt d'ailleurs, qui aurait mérité potentiellement un goal, mais Sateri en se décalant, Rochette tire juste, Sateri fait l'arrêt. Donc Suomela était, de nouveau un peu bien, mais c'est pas eux qui ont crevé l'écran. Ouais. J'ai plus vu des Fuchs, j'ai plus vu un Ria, j'ai plus vu effectivement la ligne, on l'a dit, entre Raffel Jägerboson. Donc Suomela, la présence de Salomeki, on a l'impression que c'est vraiment ce complément qu'il lui faut, en tout cas en ce moment, dans cette équipe de Lausanne. On verra si l'année prochaine, la saison prochaine, il y aura des renforts. Les noms, on les a déjà évoqués. Hein, ils ont été sortis par la presse suédoise. Mais ce serait bien que Kovacs, honnêtement, en ce moment, soit il se réveille, soit faut trouver un moyen de sortir la Visa Goldfinger. Ouais, c'est ce que tu disais. La fameuse. Ouais, ça avait beaucoup plu à des auditeurs qui avaient beaucoup ri avec la Visa Goldfinger, effectivement. Donc, à voir comment ça va se dérouler pour la suite. L'aspect biennois, maintenant, de cette défaite 5-2 à Lausanne, il y a plusieurs choses qui m'ont frappé. C'est que le premier tiers, si bien menait 2-0, il n'y avait pas grand-chose à redire. C'est ce que les statistiques valident aussi, effectivement. Et malheureusement, il y avait 1-1. Et par contre, après, alors, des pénalités, ils ont eu de la chance que Lausanne ne profite pas de 113 secondes, quasiment 2 minutes complètes à 5 contre 3. Lausanne a été... Je sais pas, ils ont été... Pas loin d'être ridicules. Il y avait rien. Ils jouaient beaucoup leur 5 contre 3 en bas de la zone, derrière la cage. C'était pas très efficace. Et peut-être que ce momentum-là aurait pu être... on n'a pas encaissé, donc... Ouais, on va se ressaisir. J'ai jamais senti d'urgence du côté biennois, à part quand ils ont sorti leur gardien Seteri à 3 minutes 30 de la fin. Ils ont eu une grosse occasion par Rayala qui aurait pu faire douter Lausanne s'il avait inscrit ce 4-3, mais Pache a fait un super arrêt. Et puis après, ça s'est terminé par cette cage vide à la toute fin. Mais pas de Victor Leuve. Pas d'Eponiemi, mais Victor Leuve surtout, ce qui fait que ça m'a fait voir beaucoup de fois Yannick Radgeb dans des situations qui n'étaient pas forcément exceptionnelles pour lui. Je l'ai trouvé un peu en souffrance défensivement. Il y avait beaucoup de petits gestes, de petits jeux. Il s'est beaucoup frité avec les Lausannois, mais on sait, c'est aussi une partie de son jeu d'être un peu, de mettre de l'émotion et puis peut-être d'être un peu embêtant puis d'ennuyer l'adversaire. Mais ce Yannick Radgeb, Christen, hein. Ouais. Et les statistiques de Christen et Radgeb sont chaotiques. Alors, je te dirais que la paire, comme ça, si on me dit on part avec Radgeb Christen, ou alors peut-être presque plus mettre un Forster avec un Radgeb. Je donne un nom d'un défenseur qui a un meilleur impact défensif, qui peut peut-être aider quand Radgeb monte. Là, c'est une aventure, disons. Exactement, ouais. C'était niveau statistique, en tout cas, c'était compliqué. Et ça se voit, mais Victor Leuve, il était malade, donc il devrait être de retour sur la glace assez rapidement. C'est là qu'on voit son impact aussi, c'est quand il est pas là. Ouais, absolument. On l'a déjà dit qu'il était bon, mais c'est vraiment impressionnant. Yakovenko a marqué, mais voilà. J'ai bien aimé l'interview
Matikainen, on va s'en sortir. J'aurais peut-être bientôt. On va peut-être passer à autre chose. Mais après une saison, je ne saurais toujours pas dire son nom et puis il va partir. Mais bon, il a 2 ans de contrat. Hein, mais 1+1, sauf erreur. Mais interview de Matikainen à la fin du match, j'ai à mon collègue Mathias, mais je pense qu'il n'était pas seul avec lui, mais je l'ai lu forcément chez mon collègue. Où il dit on joue un bon premier match, puis après le deuxième, on est là, puis comme si on oubliait de jouer, on savait pas qu'on devait jouer un match et on est là à regarder autour de nous et puis et je trouve ça assez inquiétant presque de ce constat-là à ce moment-là, un moment où justement tu dois gagner des matchs, t'as une urgence de points qui est quand même bien présente. Je trouve assez inquiétant, je dois t'avouer. La fois où t'étais à Langnau et puis que vous aviez attendu Matikainen un moment, hein, parce il est jamais venu. Ah voilà, il est même jamais venu. Ça gueulait dans les. En tout cas, les murs avaient tremblé. Est-ce que tu t'attendais peut-être à un truc comme ça, justement, à ce moment-là de la saison, de dire les gars, maintenant. Il y a presque un peu dans ces paroles. J'étais pas présent, donc je peux pas dire non plus comment moi je l'aurais ressenti si j'avais été là. Mais à le lire, il y a presque un peu de. Pas de dépit, c'est pas le bon terme, mais un peu de. Ouais, presque désabusé à le lire et déçu, justement. Et pas combatif comme je l'ai lu parfois par le passé. Je trouve ça assez surprenant, disons. Là, en plus, Bienne, si on regarde le calendrier, Bienne-Cloton vendredi. Oui. Et puis Ajoie-Bienne samedi. Alors, c'est pas 6 points assurés, mais par contre, si tu veux encore espérer, et je parle même pas d'aller accrocher le top 6, c'est déjà être sûr d'être dans le top 10. Hein, déjà, pouvoir faire les pré-playoffs, ça passe quasi impérativement par 6 points. Ouais, j'allais dire entre 5 et 6 points, quoi. Oui, parce que la Bienne a 45 matchs, 64 points, 7 points de retard sur Lugano, un match de moins, mais surtout 4 points de retard sur Davos avec un match de plus. Et ce week-end-là, si Bienne ne fait pas le plein, et aussi au-delà de ça, c'est juste que derrière, il y a Langnau et à Ambry, finalement, qu'il faut... Si tu joues ton premier match de play-in avec le désavantage de la glace, je dirais pas que c'est une position très agréable. Faut pas tout remettre en question parce que Bienne a perdu à Lausanne un match. Lausanne c'est quand même une bonne équipe du top 4. Mais par contre, là, il y a une urgence de points qui est assez claire. Ouais. Puis après, la semaine d'après, il y a le calendrier n'est pas totalement défavorable, franchement, parce que Bienne reçoit Gotteron. Donc oui, c'est Fribourg, mais t'es à la maison, donc t'as quand même ce petit avantage d'être devant ton public. Puis après, derrière, on enchaîne avec Rapperswil-Bienne. Je me dis que vraiment, si on regarde le verre à moitié plein du côté biennois, c'est de se dire, ok, là, on a perdu un peu un joker. On joue 3 cancres sur les 4 prochains. Avec pas mal aussi entre certains cancres à l'extérieur, d'accord. On a quand même des matchs à la maison. Donc, Bienne va devoir... on verra. C'est ce qui sont pré-playoff matériel, en fait. Puis, il reste un club qui compte les points sans jouer. En disant, tiens... Qui gagne sans devoir jouer. Avec la défaite de Zug à Davos, ça permet à Fribourg de garder ses 8 points d'avance sur Zug, mais d'avoir les Zugois avec le même nombre de matchs qu'eux. Donc à 7 journées de la fin du championnat, ils ont 8 points d'avance sur la 3e place. Et jeudi, on l'a mentionné dans la partie Paris. Jeudi, il y a ce Zug-Fribourg. Est-ce que tu seras du côté de Zug ? J'ai prévu d'y être, ouais. Ça va être un match... on pourrait se demander si ce sera un match comme le match contre Zurich. Tu disais aussi, ces matchs qui ressemblent un peu à des playoffs où il faut montrer les muscles, il faut ne pas trop... faut être bon défensivement. Voir si du côté de Fribourg tout roule toujours, parce que cette année 2024, c'est déjà que la fin de saison, la fin 2023 était pas dégueu. Absolument. Mais ce début 2024... Si tu te rappelles, le dernier Fribourg-Zug, c'était ce match qui a été où Christian Dubé a fini en tribune, a fini expulsé. Il y a eu beaucoup de palabres. C'était un peu le match qui était un peu le wake-up call, on va dire, pour Fribourg. Où ça va être ça les playoffs peut-être. C'est ce genre de challenge et de combat qui vous attendent plus tard dans la saison. Donc je me réjouis de voir justement, c'est pas une revanche où Zug avait gagné 4-3, mais c'était un excellent match de hockey celui-ci. Et
en ce sens, je pense que Fribourg aura aussi envie de montrer, comme ils l'ont fait récemment en gagnant contre Zurich 2-1, de dire on n'a plus vraiment peur de Zug et Zurich, alors qu'historiquement, c'est deux équipes qui posent des problèmes. Puis à Fribourg, il y a eu je vais pas dire, il y a eu un petit gasp, hein, comme ça, avec Wallmark en se disant, est-ce qu'il va se blesser parce qu'il est sorti lors du match avec la Suède au Major Game. Puis finalement, ça a été quasiment tout de suite. D'abord, il y a un média suédois, Expressen, sauf erreur, j'ai un doute, peu importe, un média suédois qui dit possible commotion cérébrale pour Wallmark. Puis tu revois les images, j'ai pas l'impression, mais bon, ok, ils l'écrivent. Et je l'ai passé dans Google Translate, donc normalement c'est juste, ça fonctionne assez bien. Et le lendemain, non, il est sur la glace, pas de problème. Il a eu un petit problème au genou, mais rien de grave, il a pu jouer, tout va bien, il est de retour, et il sera sur la glace normalement à Zug. Il est à disposition du coach, à voir s'il y a un tournus qui va être opéré, mais pas de problème. Donc effectivement, petite frayeur à Fribourg, mais rien de grave pour Lukas Wallmark. Parce que Lukas Wallmark, Sorensen, on verra en play-off, évidemment, hein, mais en ce moment, c'est un des meilleurs duos de National League. Et peu importe finalement le troisième larron qu'on leur colle, ils arrivent toujours à faire quelque chose en ce moment. Et on avait vu contre Zug, il s'était un peu énervé. Et puis, faudra voir là aussi à Zug, en plus dans un environnement un peu plus hostile, même si j'estime pas que la Bossart Arena est l'environnement le plus hostile de Suisse. Mais en play-off, ça peut être assez vocal comme patinoire. J'aime bien y aller, je dois avouer. Et il s'agira de montrer qu'ils peuvent aussi réagir de la bonne manière, parce que peu importe, même si tu conserves tes points d'avance, même si tu finis deuxième, si les deux derniers matchs contre Zug, ça a mis en lumière certains problèmes fribourgeois, on se dira, ah ouais, mais rappelons-nous quand même au moment de faire nos pronos pour Fribourg. Ah voilà, ils ont réussi à maintenir leur deuxième place, admettons, hein. Ah, puis ils jouent un gars qui s'est sorti du play-in, mais une équipe qui a déjà gagné, donc faudra voir, c'est les play-offs, est-ce que physiquement ils vont pouvoir répondre. Tu parles de Wallmark, justement, c'est intéressant. Je regardais ses statistiques depuis le début de l'année. Et depuis le 6 janvier, les 10 derniers matchs de championnat de Fribourg-Gotteron, il a 9 buts sur les 10 derniers matchs. Et il est fantastique. Et je pense que c'est un des joueurs les plus discrets à être dans le top 10 des compteurs de National League. On en parle assez peu, finalement, mais aussi parce qu'il est à côté de Sorensen. Et si lui fait la passe décisive pour Sorensen, il dira le 28e but de Sorensen, puis on aura peut-être un peu oublié le 29e, etc. On aura un peu oublié que derrière, il y a Lukas Wallmark qui fait les passes. Là, ces derniers temps, il était un peu plus buteur, mais il a quand même, sur les 10 derniers matchs, il a quoi, 2, 4, 5, 6, 7 passes décisives et 9 buts. Il a 16 points sur les 10 derniers matchs du championnat. Donc, puis c'est pas un buteur, Wallmark, à la base, comme ça. Mais par contre, on voit que ils peuvent tout faire. Sorensen n'était pas non plus censé être un buteur. Un peu plus que Wallmark déjà. Oui, mais on disait l'artiste, tout ça et tout. Et on voit où il en est en ce moment. Donc maintenant, ce qui va être intéressant de voir pour Fribourg, c'est... qu'est-ce que tu fais? Tu fais tout ce que tu peux, tout ce qui est en ton pouvoir pour essayer d'aller arracher la première place. Est-ce que tu la joues... on continue, on joue nos matchs pour évidemment conserver cette place. Je sais pas trop, parce qu'ils sont effectivement assurés d'être top 6. Assurés d'être top 3. Voilà, en plus, assurés d'être top 3. Donc tu disais, de toute façon, l'avantage de la glace, tu l'as. Alors, qu'est-ce que tu as encore à jouer? Et je pense que de la même manière, les sportifs, eux, ils réfléchissent pas comme ça. Ils se disent, nous, on veut aller chercher la première place. Ouais, ils vont vraiment dire des trucs bateaux, genre on joue le prochain match et puis voilà. Mais moi, je trouve que la deuxième place a une vraie valeur parce que tu penses déjà à un éventuel avantage de la glace en demi-finale. C'est ça. Donc, je pense que ça a un impact. Vu que de toute façon, 7, 8, 9, 10, on ne sait pas qui va sortir du play-in, tu ne peux pas faire de spéculation plus que tant. Donc ça n'a pas trop d'intérêt. Je voulais quand même juste dire,
Sørensen a une saison à 17 buts en NHL, en 18-19. Donc, je pense quand même qu'on peut le considérer comme un vrai buteur, Sørensen. Mais, absolument. Mais j'ai aussi une question. Que je me dis, mais... Parce que je crois que je l'ai lu aussi de la part... Soit c'est des gens sur qui ont mis ça sous nos publications, mais t'es deuxième, tu le disais. Alors, qui c'est qui va être 7, 8, 9, 10 Bon, on va devoir attendre. Hein? Et le troisième se dit, moi, je sais déjà contre qui je joue. Je joue contre le sixième. Tu serais dans une situation, qu'est-ce que tu trouves le plus simple, se dire, je peux déjà préparer mon équipe en sachant l'adversaire, faire de la vidéo, faire du truc, on peut le game plan, on va dire, il est prêt dès que la saison régulière se termine. Tandis que l'autre, tu te dis, on y va, on fait nos trucs, puis on s'entraîne, mais je peux pas faire du spécifique sur une équipe. Alors, je pense que quand tu es deuxième, ça change pas énormément. Parce que tu joues contre l'équipe qui va sortir du premier duel de play-in. Donc, oui, il y a peut-être 3 jours d'écart, mais tu as quand même le temps, je pense. Donc, pour moi, ça change pas grand-chose. C'est une équipe qui aura quand même eu 2 matchs de plus dans les pattes, mais que tu pourras pas dire, ils sont dans le rythme, ils ont juste eu 2 matchs de plus. Ouais. Moi, je me dirais quand même qu'en théorie, le 6e est une meilleure équipe que la 7e. C'est un peu bête et bateau, mais ça dépend tellement des match-ups, finalement, de quel style de jeu. Moi, je pense que si Fribourg finit 1 et Genève 8, je pense que Fribourg va pas être très content de jouer Genève. Par contre, si Fribourg finit 4 et je pourrais dire bien, parce que je trouve que c'est 2 équipes ça veut pas dire qu'ils devraient gagner, ça veut dire que ça match peut-être mieux. Il serait content d'avoir bien en 5. Donc, le placement, là, je trouve que c'est de plus en plus, et il me semble que nous, on a un peu vécu cette évolution depuis le moment où on suit le hockey. Le premier tour des playoffs, c'est plus vraiment comme ce qu'on pourrait peut-être vivre maintenant en Swiss League, où tu dis, les 4 premiers, ils vont passer normalement. Alors oui, Bâle va se faire embêter par Viège, etc. Mais alors, on va dire les 1 et 2, Chaux-de-Fonds et Holton, ils vont gagner 4-0 ou 4-1. Je peux me tromper, et puis dans une semaine, on en rigolera. Hein, mais en théorie, c'est quand même comme ça que j'ai l'impression que ça se passe. Là, on n'est plus vraiment là-dedans. Il n'y a qu'à voir l'année passée le quart de finale de Genève qui avait pas survolé, parce que Bien était au contact jusqu'au dernier moment, mais Genève et Bien avaient survolé la saison régulière, et Genève a été sacrément embêté par Lugano en quart de finale. Pendant 4 matchs, il suffit d'écouter Benjamin Antonietti qui nous en parlait la semaine passée. La différence entre le premier, je dirais même entre le premier et le 10e ou 9e actuellement, elle est pas immense sur une série de 7 matchs. C'est sur 1 semaine et demie ou 2 semaines, t'as un gardien qui prend complètement feu, puis ça peut vraiment te pourrir une saison. Ouais, et puis aussi ces avantages et désavantages numériques qui, en saison régulière, des fois, ça clique pas, ou bien ça marche du feu de Dieu. T'es à plus de 25%, c'est super, puis on se dit, quand on fait nos petites étoiles ou nos petits plus et moins dans les colonnes, on se dit, tous les feux sont ouverts pour Fribourg parce que le powerplay va super bien. Puis tout d'un coup, ça cale au premier match. Quand on dit que c'est une nouvelle saison qui commence, c'est clairement pas exagéré à ce niveau-là. Absolument. Et donc, on a parlé de ce match de jeudi à Zug, où normalement je serai présent. Samedi, Fribourg accueille Langnau pour son seul match du week-end, mais il y a le match de jeudi. Donc, des semaines assez tranquilles pour Fribourg-Gotteron qui joue rarement des semaines à 3 matchs actuellement, ce qui est aussi assez... Tu parlais justement de préparer les playoffs et de pas forcément trop tirer sur la corde. Tu l'avais mentionné, ou bien, je sais plus, de dire que justement Fribourg avait moins de matchs. Absolument. Ils jouent très souvent que 2 matchs par semaine, ce qui est un calendrier... assez simple pour eux actuellement. Si veut qu'ils nous écoutent, de nouveau. Pas forcément en termes d'adversaire, mais en termes juste de répartition des matchs, c'est assez parfait pour eux. Et puis pour finir cette section, on avait une question de François Tournier qui nous dit « Bonsoir, on a le droit à combien de coach challenge par match ?» Et de base, comme ça, j'aurais dit donc tu veux après à tes risques et périls. Ouais, dès qu'il y a eu le coach challenge, d'abord la première règle avait été si tu rates ton coach challenge, tu perds ton droit au temps mort. Et ça a été adapté dans le dernier règlement IEHF. L'histoire du temps mort ne compte plus. C'est une 2 minutes de pénalité qui sanctionne un coach challenge raté, le premier. Mais par contre, avant, si tu perdais ton droit au temps mort, tu n'avais plus de coach challenge.
Là, c'est pas le cas. Maintenant, dans la règle qui est en vigueur actuellement, tu as droit à un deuxième coach challenge, un troisième, un quatrième, un cinquième, et dès le deuxième, c'est plus 2 minutes de pénalité, c'est 2 plus 2. Si tu le perds. Hein. Exactement, si tu perds. Si tu perds le premier et que tu fais un second coach challenge, c'est 2 plus 2. Bah, alors, c'est intéressant parce qu'il s'est passé ça lors du match. Enfin, il s'est pas passé ça, mais il aurait pu se passer ça lors du match entre Lausanne et Bienne. Il y a eu un coach challenge après le 2-1 lausannois. Oui. Et honnêtement, je me disais, peut-être que j'aurais compris qu'on annule le goal. Mais alors, on voyait vraiment pas bien sur l'écran, c'était pour un potentiel hors-jeu. Intéressant, on peut juste en parler. Moi, j'étais de cet avis-là. J'étais en patinoire à Ajoie, j'avais un membre du staff de Genève à côté de moi. J'ai dit, toi, tu aurais pris le coach challenge là. Il m'a dit, moi, je l'aurais jamais pris. Parce qu'il touche le puck avant l'entrée en zone. Ouais. Et tu peux considérer qu'il a le contrôle du puck parce qu'il l'a encore de l'autre côté de la ligne bleue. Ouais. Je dis, mais c'est vrai, tu trouves vraiment qu'il l'avait en contrôle sur la première fois qu'il touche le puck? Il dit, c'est une interprétation, selon l'interprétation de la règle. Oui, je pense que c'est un risque que tu prends en demandant ce challenge-là. C'est qu'on considère qu'il était en contrôle et là, ça devient une interprétation qui doit être faite. Et c'est pour ça que je n'aurais pas demandé ce challenge-là parce que c'est trop risqué. Voilà, petit aparté. Ouais, non, mais très intéressant. Et le Pilot marque le 4-1, ce qui aurait permis à Lausanne d'être un peu plus tranquille. Ils ont inscrit le 4-1, mais un poil plus tard par Ria. Et là, Bienne a de nouveau pris un coach challenge. Et pour cette fois, un contact avec le gardien. Je crois que c'est Marty qui est sur Seteri. Et honnêtement aussi, là, ça se joue à très très peu. C'était un poil couillu de le tenter. Ils l'ont tenté. Ce coup-ci, les arbitres, ça a tourné en leur faveur. Et du coup, le but a été annulé. Ça n'a rien changé au match, mais on aurait pu se retrouver dans le cas, alors comme tu dis, je pense qu'il y a peut-être pas beaucoup de monde qui ont été au courant de cette règle en voyant un 2 plus 2. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Il y aurait eu, si le coach challenge avait été pris de nouveau pour retarder le jeu, il y aurait eu un 2 plus 2. Il n'y a pas eu. Mais merci François pour cette question intéressante qui nous fait nous plonger dans les règlements. Et donc, on est au terme de cet épisode numéro 23 de j'allais dire, la saison régulière. Non oui, aussi un peu, mais de la saison 6 de Codefax. Semaine prochaine, programme tout à fait normal avec un épisode le mercredi. On en saura un petit peu plus sur les playoffs. Et surtout, on rentrera de Genève, où on aura vécu la finale de la Champions. Exactement, ouais, parce qu'il y a tous les événementiels qui sont là. Les supporters qui n'étaient pas là en demi-finale, les journalistes qui n'étaient pas là en demi-finale. Il fallait faire une petite blague. C'est dommage, on n'a pas pu parler du but contre son camp de Kovar, à part ça aussi. Hein. C'est juste, mais tant pis, il y a trop de matière. Exactement. On sera rentré à la Ligue des Champions, effectivement. On verra si Genève est devenu le premier club à remporter la Champions Hockey League sur ce format-là. Et d'ici là, nous, on est à disposition pour toutes vos questions éventuelles. Et on se réjouit d'être là la semaine prochaine. À bientôt.